toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à Lorient où ça souffle aujourd'hui et où se tient la conférence de presse de la Transat CIC, anciennement baptisée Transat Anglaise. Et pour cause, cette course historique est née en Angleterre en 1960 autour d'une ambition, un bateau, un homme et l'océan. Et pour la première fois de son histoire, ce n'est pas de Plymouth que va s'élancer cette transat, mais bien de Lorient pour allier New York aux États-Unis. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes au pied du portrait géant d'Éric Tabarly. C'est en effet en remportant cette transat anglaise en 1964 puis en 1976 que le plus célèbre des marins français était entré dans la légende. Ensuite, Alain Colas, Loïc Perron à 3 reprises, Philippe Poupon, Michel Desjoyaux, François Gabard ont aussi inscrit leur nom au palmarès de cette épreuve mère de toutes les courses océaniques. Et si ce n'est pas la transat la plus longue, c'est sans aucun doute la plus difficile puisqu'elle envoie la flotte très haut dans l'Atlantique Nord à une période où les conditions sont souvent très rudes. Avant de retrouver les skippers des classes 40 et de la classe IMOCA pour parler de cette épreuve qui va marquer le début de leur saison 2024, on va évoquer toute la symbolique de cette course légendaire qui va donc s'élancer de Lorient. C'est parti. Je suis avec Monsieur Loher, maire de Lorient et président de Lorient Agglomération. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accorder quelques instants. Bonjour Virginie. Alors on a beaucoup parlé évidemment d'Éric Tabarly en parlant de cette transat puisqu'il avait remporté au nez et à la barbe des Anglais. Cette course, c'est aussi celle qui a lancé la course au large en solitaire dans les années 60. Qu'est-ce que ça représente pour la ville de Lorient et pour son territoire de l'accueillir aujourd'hui ? D'abord, vous l'avez dit, c'est le 60e anniversaire de la victoire d'Éric Tabarly dans l'édition 64, qui n'était pas la première édition. Et c'est un peu le lancement, finalement, de la course au large telle qu'on la connaît à la française, en solitaire. C'est un événement important pour Lorient qui signe ainsi son retour dans l'organisation des courses transatlantiques. Cette ambiance très particulière où on rencontre les skippers avant de partir, où le public va pouvoir venir à la rencontre de ces skippers, regarder les bateaux qui nous ramènent à notre histoire, à ce qu'est Lorient et ce qu'est devenu Lorient la base, c'est-à-dire le site majeur de la course au large en Europe. Oui, justement, j'allais y venir. Lorient s'affirme de plus en plus comme la Mecque de la voile et de la course au large. Les plus grands marins y sont ancrés. Certains viennent du monde entier pour s'y former. Finalement, cette Transat CIC, c'est la course de légende qui manquait à Lorient et à son territoire ? Oui, c'est ça. Les teams nous ont dit, dès le début des années 2020, quand j'ai pris mes responsabilités, monsieur le maire, monsieur le président, il faut organiser un événementiel autour de ce qu'est devenu la base, parce que notre public lorientais ne sait pas toujours ce qui se passe derrière les hangars des teams, ne sait pas toujours le succès économique et sportif énormissime qui est devenu Lorient la base. Et puis c'est évidemment un symbole sportif, le site où il faut être tout simplement. Je note avec beaucoup de fierté, peut-être chauvinisme, que les derniers vainqueurs de la Jet Vague, par exemple, sur chacune des classes, sont des skippers qui s'entraînent et vivent à Lorient. Donc une vraie fierté pour le territoire et surtout, je l'espère en tous les cas, une vraie rencontre avec le public, une belle fête populaire en tous les cas pendant ces journées d'avant-départ. C'est bien le pari qui est le nôtre. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. On va retrouver Gilbert qui est allé à la rencontre des concurrents et concurrentes pour leur poser une question bien spécifique. Il y a 48 solitaires engagés dans cette transat CIC, 33 en IMOCA, 13 en classe 40 et 2 bateaux vintage. Nous sommes allés à la rencontre de ces concurrents et concurrentes et nous leur avons demandé ce que représente cette transat, la transat anglaise à l'origine. Pour moi, la transat anglaise, c'est la victoire de Tabarly quand il est arrivé et qu'il n'avait aucune idée qu'il était en tête. C'est ça mon image de la transat anglaise. Ouais, ça évoque mes premières aventures en solitaire parce que j'ai commencé avant le Vendée Globe en 2004 par une belle avarie et une belle galère sur l'Atlantique, mais ça évoque aussi plein de souvenirs d'enfance pour moi. Tabarly qui arrive dans le brouillard aux États-Unis et puis voilà, c'est une transat qui pour moi a toujours eu l'image d'une grande course difficile mais belle. Je l'ai faite 3 fois, j'ai fini qu'une fois à la dernière édition en 2016 à New York, mais à chaque fois ça a été des grands souvenirs. Pour moi ça m'inspire plutôt la grisaille des systèmes dépressionnaires et puis une image qui vient rapidement, c'est la victoire aussi d'Éric Tabarly sur cette course, c'était en 64 sauf erreur. C'est une transat un petit peu emblématique, c'est sûr que c'est une transat qui est pour moi moins médiatisée que certaines que je connaissais peut-être un petit peu mieux, mais en tout cas voilà, moi je suis hyper honoré de pouvoir la faire et c'est vrai que de se relancer dans la saison par une transat
qui passe aussi nord, bah, c'est vrai qu'on va partir dans le dur direct. Tu t'es contrôlé des pressions, contrôlé les courants. Donc ça va pas être une course évidente du tout. C'est avant tout la Transat anglaise qu'Éric Tabarly a gagné 2 fois et qui a un petit peu fait rentrer j'ai envie de dire, la voile, la course au large dans les mœurs françaises, j'ai envie de dire. C'est une course mythique, compliquée aussi, sur un parcours en Atlantique Nord contre les vents dominants, donc une course difficile et engagée aussi. C'est ma première transat anglaise, donc c'est une course qui est assez particulière parce que c'est la première fois que je vais arriver sur le continent américain avec mon propre bateau. Et je suis super heureuse de pouvoir participer à cette course. Et c'est aussi un super entraînement pour le Vendée Globe. J'étais pas là, c'était en 64, où le récit de Tabarly qui envoie son spi tout seul, parce qu'il a inventé la chaussette, et tous les autres qui voient le Pendwick se barrer parce qu'il a envoyé ça. Et puis moi je m'appelle Eric, je suis né en 1976, donc forcément tout ce qui est lié à la victoire encore d'Éric Tabarly sur Pendwick 6, forcément. Ouais. Et puis j'ai un copain qui s'appelle Yvon Fauconnier, qui m'a beaucoup aidé dans mon premier tour du monde, qui gagne en 84. Donc ouais, ça évoque tout ça, quoi. J'ai quitté quelques instants la salle K2 où s'est tenue la conférence de presse pour rejoindre Samantha Davis. Sam qui a filé aussitôt la conférence terminée puisque le planning est dense, chargé. Sam, ce sera ton 4e Vendée Globe cette année. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Ton bateau vient d'être remis à l'eau après un chantier qui a été, je crois, consacré surtout à l'ergonomie, à la fiabilité, c'est ça? Exactement ça, oui. On a mis à l'eau il y a 2 jours. Donc maintenant, on est en train de remonter tous les morceaux du bateau. Et puis oui, on a tenu le timing du chantier, donc c'est génial. On avait prévu cette date pour la mise à l'eau. Et oui, pas de grosse évolution du bateau puisque déjà il est assez nouveau et ça me plaît beaucoup. Donc là, l'importance pour cette année Vendée Globe, c'est de fiabiliser un maximum, d'avoir confiance en mon bateau et limite de le simplifier. Et puis pour que je puisse survivre, vivre dedans, il y avait un petit dossier ergonomie à faire. Alors, tu es l'une des 5 femmes engagées dans la classe IMOCA sur cette Transat CIC. Tu sors d'une belle saison 2023 avec une 5e place sur la Jacques Vabre avec Jacques Bouteille, 6e ensuite en solo sur le retour à la base. Tu as terminé cette saison en confiance. Voilà, comment est-ce que tu attaques cette Transat? Quels sont tes objectifs? C'est vrai que c'était bien de faire une chouette 2023. J'ai aussi fait beaucoup de milles puisque j'avais fait la grande étape des Ocean Race au début de l'année. Pour moi, c'était très important en vue du Vendée Globe d'avoir déjà navigué dans le Grand Sud avec des gros foils sur une IMOCA puissante. Je crois que tu es celle qui a le plus de milles au compteur quand on regarde le classement sur la classe IMOCA actuellement. C'est possible, oui. Ce qui est important pour moi aussi, je pense qu'on n'est pas tous pareils, mais pour moi en tout cas, il faut que je navigue beaucoup pour se sentir à l'aise, pour avoir confiance. Et là, le bateau, il est au top. La saison était bien, mais cette saison, ça redémarre dans un sens avec un grand programme jusqu'au Vendée Globe. Moi, je juge que ces 2 courses sont super importantes pour le Vendée, puisque c'est rare qu'on navigue vraiment en solo, en course sur le bateau. On ne fait pas ça souvent. En tout cas, j'ai l'impression. Il n'y a rien de mieux que pour entraîner le Vendée Globe, c'est de vraiment faire les courses. Souvent, quand on fait les entraînements ou même les qualifs en solo, si c'est un qualif, on va cool parce qu'on a envie de qualifier. Si c'est un entraînement, souvent c'est du faux solo et avec quelqu'un à bord et c'est pas pareil que quand tu es tout seul. Donc pour moi, j'ai vraiment hâte de faire ces 2 transats en vue de toute la préparation pour le Vendée. Et puis avec un parcours qui va vous emmener très nord, donc elle est réputée difficile cette course. Voilà, qu'est-ce que tu vas chercher toi justement sur ce parcours-là? Déjà, j'avais tourné un peu les routages, les grippes historiques, on appelle ça, pour voir les statistiques de météo. J'ai deviné à peu près où la zone de glace où on ne va pas pouvoir aller. Oui, j'ai vu effectivement, on va être plutôt auprès ou sur les allures très rapides, avec beaucoup de changements de voile aussi. Mais plutôt face à tout qui arrive sur nous. Et la mer et le vent, et en IMOCA, ces allures-là sont vraiment pas confortables et aussi ils sont pas du tout gentils pour le bateau. Donc pour moi, c'est génial d'avoir ça comme test, surtout après un chantier où on a fait pas mal de réparations structurelles sur le bateau. Je me suis dit, si moi j'arrive avec mon bateau en état plus ou moins bien à New York,
c'est un très bon signe pour le Vendée Globe. Alors tu portes les couleurs de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, tu es très engagé, très investi, à la fois sportivement sur l'eau où tu donnes le meilleur, mais aussi tu vas en mission, notamment tu as rencontré une petite Camerounaise lors de ta dernière mission en Afrique. Comment tu ressors de ces échanges et de ces rencontres avec ces enfants qui sont opérés du cœur? Ça me booste, et pour bien naviguer, parce que je rends compte la chance que j'ai d'être en bonne santé, d'avoir un super projet et d'avoir choisi de faire ça, même si parfois ça peut être dur sur nos bateaux, et surtout super boosté pour soutenir l'association. Et je sais pourquoi je navigue. C'est unique ce projet qui a vraiment deux vrais objectifs, et performance et solidaire. C'est un privilège de défendre ces couleurs, de faire partie de ce projet et oui, d'avoir vécu un peu j'ai dit aventure, c'est peut-être pas le bon mot, mais le parcours de Muriel là, que j'ai rencontré au Cameroun il y a un mois. On est rentré en France ensemble et j'étais au bloc avec elle, je l'ai vue avec son cœur arrêté, ouvert sur le tableau opératoire, et maintenant elle était venue il y a 2 jours pour la mise à l'eau et elle était en train de courir autour du bateau. Ça fait énormément de bien de voir exactement pourquoi on a besoin de nous et notre argent pour aider ces enfants-là. Et il n'y a rien de mieux que ça pour partir bien boosté pour la saison. Ouais, ce sont déjà plein de victoires à terre aussi, de voir ces enfants en bonne santé. On rappelle, pour aider à sauver ces enfants, on n'hésite pas à cliquer sur j'aime, puisque chaque clic donne 1 euro reversé à l'association. Merci à tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime. Merci beaucoup Sam. Je vais retourner auprès du K2 ou Gilbert, et je crois en compagnie de Charlie Dalin. Merci beaucoup Sam. On accueille Charlie Dalin, 2e du dernier Vendée Globe et qui dispose depuis l'été 2023 d'un nouvel IMOCA avec lequel il va disputer sa première transat. Bonjour Charlie. Bonjour Gilbert. Alors Charlie, c'est ton grand retour à la compétition. Tu avais manqué la Transat Jacques Vabre et la Transat Le Retour à la base en raison d'un problème de santé. On imagine que tu es impatient, heureux aussi de repartir en course. Oui, c'est vrai que ma saison de 2023, fin de saison 2023 était un petit peu tronquée. J'ai dû suivre la course, les deux transatlantiques de la maison. C'est un peu dur, c'était pas très drôle. C'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, je suis ravi de pouvoir reprendre la compétition. J'ai repris la prépa physique, tout est au vert, tout est clair, donc c'est une super nouvelle. On va bientôt mettre à l'eau le bateau, on met le bateau à l'eau le 26 avril et j'ai vraiment hâte de reprendre les navigations parce qu'au final, entre ma dernière compétition, ça remonte au défi Azimut, qui était en mois de septembre 2023, et le départ de The Transat, c'est le 28 avril, ça fera 7 mois sans compétition, et voilà, ça commence à être long, donc j'ai vraiment hâte de retrouver le chemin des courses. Voilà. Alors tu avais quand même repris les entraînements avec ton équipe en décembre. Quels enseignements tu as tirés de ces navigations et puis aussi quelles étaient tes sensations? Alors on a essayé de prendre l'avantage de cette petite période de navigation en décembre avant le chantier. Donc j'ai pu refaire des navigations au large à ce moment-là. Et on a pu essayer des choses qu'on n'aurait pas eu le temps d'essayer sur les deux transats. Si vous aviez fait la Jacques Vabre. Voilà, donc on a fait des changements de certains réglages là, qui nous ont permis en fait, d'affiner vraiment la liste des choses à faire sur le chantier d'hiver. Donc voilà, on a pu affiner on a pu répondre à certaines questions, et on a pu affiner un peu la liste des travaux. On a fait pas mal de choses sur le bateau malgré tout, donc on a une nouvelle paire de foils qui rentre en Alors jeu. justement, on va revenir parce que ce bateau, avec une victoire sur la Fastnet Race dès l'été, quelques semaines après sa mise à l'eau, tu avais déjà affiché un joli potentiel. On imagine donc que vous avez encore cherché à l'optimiser, mais qu'il n'y avait sans doute pas de révolution. Non, bien sûr, là c'est de la fiabilisation principalement, c'est des évolutions, c'est gommer quelques petits défauts qu'on a pu identifier. On a aussi reprogressé sur la partie ergonomie, on a refait un matelas avec Bultex, on a aménagé encore un peu mieux la zone de vie. On a aussi renforcé le bateau à certains endroits, parce qu'on avait pu noter quelques petits points de faiblesse aussi. Donc voilà, on va mettre une c'est pas une V2 de Massif, c'est une V1 améliorée. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer toutes ces modifications dans quelques semaines.
pour voir ce que ça donne. Et on a un stage d'entraînement au pôle de Port-la-Forêt avant la Transat CIC, donc on va pouvoir voir un peu déjà aussi Voilà. qu'est-ce qui a fait quoi. Ça va te permettre de faire le point, de jauger les adversaires. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit manque, parce qu'en ayant raté la Transat Jacques Vabre et le retour à la base, on n'a pas beaucoup de retours au final sur des longues courses, sur le potentiel réel du bateau. Donc voilà, on manque un petit peu de données là-dessus, donc voilà, j'ai hâte de faire cette transat. Alors justement, cette transat, comme tu dis, tu as hâte de la faire, elle est légendaire. Il y a plusieurs grands marins français qui ont inscrit leur nom au palmarès. On imagine qu'elle t'inspire particulièrement, elle va être rude aussi. Ah oui, c'est une course qui est clairement difficile, contre les vents dominants. Donc voilà, c'est un enchaînement de dépression. On avance dans le sens à contre-courant, quelque part, contre la direction de déplacement des phénomènes météo. Donc ça fait une cadence de changement de voile très rapide. On passe au nord, la majorité des routes passent au nord des Açores. Donc on reste dans des endroits assez hostiles, assez froids. Et voilà, c'est une course c'est pas une course où c'est une course à l'Alizé où on va passer 3-4 jours difficiles et après on est au portant, déroule et on glisse. Dans la douceur aliséenne. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est dans la grisaille et la pluie et les fronts pendant toute la durée de la course, même si paradoxalement c'est une course qui est plus courte sur le papier en temps qu'une route du Rhum. Oui. Et je pense que c'est malgré tout une course plus difficile, même si elle est plus courte en temps, quoi. Écoute, Charlie, le Havrais que tu es est sans doute armé pour ces conditions. On te souhaite une belle transat. On va retrouver Virginie Valentini qui est maintenant posée avec Yann Lipinski, qui est un des grands favoris en classe 40. Et on est avec Yann Lipinski, le skipper du Crédit Mutuel, qui est donc l'un des 13 bateaux engagés en classe 40. Alors Yann, je sais que tu n'aimes pas l'étiquette de favori, mais forcément, tu es très attendu. Comment tu l'abordes, cette Transat CIC ? Je l'aborde comme une nouvelle aventure sur un parcours complètement inédit pour moi. C'est ta première, hein ? Oui, c'est ma première et puis j'ai jamais traversé l'Atlantique comme ça par le nord en direction des États-Unis. Donc voilà, ça c'est très nouveau et je suis très content de refaire du solitaire. Et ma foi, si je peux bien faire, tant mieux. Alors parmi les concurrents, il y a notamment Vincent Rioux, Fabien Delahaye, mais aussi et surtout Ambrogio Beccaria, cet Italien avec qui tu as navigué, avec qui tu as remporté aussi la Normandie Channel Race. J'ai envie de dire, c'est un peu ton meilleur ami et ton meilleur ennemi, c'est l'homme à battre ? Non, c'est surtout mon meilleur ami. Et je suis très content de courir contre lui et que ce soit en mer ou à terre, c'est sympa entre nous et j'aimerais bien essayer de le battre sur cette course. Ton meilleur ami, mais il faudrait qu'il soit derrière ton étrave. Ouais. Tu as terminé 2023 sur une belle deuxième place sur la deuxième étape de la Transat Jacques Vabre, après avoir dématé malheureusement sur la première étape de cette édition qui était très particulière. Depuis, ton bateau a connu un gros chantier, il a été remis à l'eau. Comment tu te sens, toi ? Et tu disais avoir été un peu traumatisé par ce dématage. Oui, un peu, parce que ça m'était jamais arrivé et je pensais pas que ça pourrait m'arriver. J'avais l'impression de faire les choses bien et de faire très attention à mon mât et à mon gréement. Malheureusement, c'est arrivé et j'ai pas forcément de raison à donner, d'explication. Donc ça peut un peu, pour la suite, être une épée de Damoclès de se dire est-ce que ça va pas recommencer ? T'as un peu de retenue quand tu navigues peut-être ? Non, mais au final, j'ai pas de retenue, quoi. Et les premières nappes sont bien passées, tu as eu de bonnes sensations ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors ton Crédit Mutuel est un plan David Raison qui avait été mis à l'eau en 2019 et qui avait initié les carènes en SCO sur les classes 40. Depuis, tu as été imité par de nombreux concurrents. Toi, ton bateau n'est pas tout neuf, mais ça y est, il y en a un nouveau qui arrive, un nouveau plan Raison qui est en chantier chez Gepetto. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce bateau qui va bientôt être mis à l'eau et sur les évolutions apportées par rapport au numéro 158 ? Oui. Donc c'est effectivement un bateau dessiné par David Raison. On est vraiment parti du bateau actuel, le 158, qui était très bien né, qui est encore aujourd'hui très performant. Mais voilà, au bout de 4-5 années de navigation dessus, on s'est dit on aimerait bien modifier ceci, cela sur la carène. Et donc on a fait un bateau globalement qui est un petit peu qui est nettement plus puissant, donc avec encore plus large à l'avant. Et une carène un petit peu plus tendue pour gommer quelques petits défauts qu'on pouvait observer. Voilà, donc on va gagner tout est affaire de compromis. On sait qu'on va gagner à certains endroits, on va en perdre à d'autres. Et voilà, après il faudra faire la balance et l'avenir nous dira si on a fait les bons choix.
Donc là, il y aura l'ancien bateau pour la Transat CIC et les courses à suivre. Et puis en septembre, normalement, tu navigueras sur ce nouveau bateau pour la Normandie Channel Race. Alors je sais que tu as un tempérament qui peut être parfois un peu explosif, un peu volcanique même. Et je sais qu'Antoine Carpentier ne sera pas avec toi parce que c'est une course en solitaire, cette Transat CIC. Donc j'ai un petit cadeau pour toi, Yann. Je te laisse l'ouvrir. Ouais, ok, c'est c'est sympa. au cas où tu prendrais un IMOCA pour un classe 40. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous propose d'aller regarder parce que ça vaut son petit pesant d'or. Et puis je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, de découvrir cette BD, Yann Lipinski garde le cap, qui a été écrite et éditée par Nicolas Kampf et Fabrice Weiss. BD très très sympa, très facile à lire, très ludique. Yann, voilà, une petite boule Merci pour le cadeau, anti-stress. je vais l'appeler Ambrogio. J'espère qu'elle va te servir. Merci Yann d'avoir été avec nous. Merci Bye bye. Virginie. Amélie Grassi, c'est la seule femme engagée en classe 40, mais attention, derrière son éternel sourire, il y a une farouche détermination. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors Amélie, cette Transat, c'est un monument de la course au large, avec ce parfum particulier de l'arrivée à New York. C'est aussi une Transat très rude sur un parcours contre les vents dominants sur l'Atlantique Nord. Comment tu t'y es préparé mentalement, physiquement ? Alors en préparation physique, c'est plutôt un travail de longue haleine que je mène depuis pas mal d'années. Donc c'est vrai que j'intensifie un petit peu la prise de force en ce moment, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à l'année dernière. En revanche, la prépa mentale, j'ai pas mal travaillé parce qu'en fait, on sait en s'engageant sur cette Transat qu'elle va être dure, que les conditions vont être sévères et qu'elle va nous mettre en fait en difficulté dans l'instant T. Et moi, j'ai trouvé les bons outils pour partir enthousiaste, contente d'y aller. Je suis vraiment heureuse de m'engager sur cette course, même en sachant qu'elle va être super difficile. Alors après une saison en duo avec Anne-Claire Lebert, cette saison 2024, elle est placée, enfin pour la première partie, sous le signe du solitaire. Tu as connu ça dans la classe mini. C'est un joli challenge. Comment tu l'appréhendes ? Moi, j'adore l'exigence du solitaire au large. C'est vraiment un jeu qui me plaît parce qu'il y a ce qu'on est capable de faire à 100% de notre potentiel et il y a surtout beaucoup de priorisation, quoi. Il faut un peu trier les enjeux, être sur tous les fronts en même temps, prendre soin de ton bateau, la stratégie, enfin voilà, être un peu poussé dans mes retranchements et compter que sur moi-même à cet instant de la régate. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose ça me pousse au bout de moi-même et j'adore. Alors en 2022, il y avait eu la grosse déception du dématage dans la route du Rhum. Mais bon, ton proto, la boulangère, est maintenant fiabilisé et surtout, tu le connais sur le bout des doigts depuis 2 ans. C'est un atout majeur dans ton jeu ? Oui, c'est un atout majeur en fait. Quand on sait qu'on s'engage sur une transat aussi difficile que de Transat CIC, c'est important d'avoir un bateau fiable. Et moi, j'ai la chance d'avoir ce bateau qu'on a construit, dont j'ai accompagné l'évolution, donc on l'a renforcé, on l'a fiabilisé et j'ai la chance de partir très sereine sur une monture que je connais par cœur. Donc ça va être très très précieux sur un événement comme celui-ci. Alors on te sent sereine. Je l'ai souligné tout à l'heure, tu es la seule femme engagée dans la catégorie classe 40. Il y a encore du chemin à faire dans ce domaine. Oui, c'est sûr. Alors ce que je trouve assez encourageant, c'est que sur les courses en double et en équipage, il y a de plus en plus de femmes. Après, c'est clair qu'à l'instar de la route du Rhum destination Guadeloupe, où on n'était que 7 femmes sur 138 marins, bah voilà, on n'est pas beaucoup de femmes à prendre le départ de cette Transat CIC. Et je sais pas, moi je suis très inspirée par les parcours de femmes qui sont passées un peu plus tôt que moi, comme Samantha Davis ou Justine Métro et Isa Josh, que tu as ces femmes qui m'ouvrent un peu la voie. Et qui réussissent. Ouais, et qui réussissent, qui performent, qui sont brillantes, qui sont hyper inspirantes. Et voilà, j'espère qu'avec des parcours comme le leur, comme le mien, bah, ça va pouvoir encourager d'autres femmes à se lancer. En tout cas, c'est exactement le message qu'on porte avec la boulangère bio. Du coup, j'espère que ça va ouvrir des vocations. Bah merci Amélie et belle transat à toi. Merci. On vous a beaucoup parlé d'Éric Tabarly, premier Français à avoir remporté cette Transat. Et nous sommes maintenant dans l'antre des Penduic, devant ce bateau de légende, le Penduic II, avec lequel Éric s'était donc imposé en 1964. Il est actuellement en chantier d'hiver, bichonné par l'association Éric Tabarly. Gilbert, on a demandé aux skippers ce que leur évoquait cette Transat. Toi qui as couvert beaucoup d'éditions, quels sont aussi tes souvenirs? Alors il y en a plusieurs. Il y a cette fameuse édition 1976 où Éric Tabarly a choisi de mener seul son
son Penduic 6 conçu pour la course autour du monde. Et face à lui, il y a Alain Colas avec son voilier géant Club Méditerranée, un voilier de 72 mètres. C'est un duel de titans et à l'arrivée, une victoire d'Éric Tabarly dans la brume à Newport. Et autre moment fort, ce sont les larmes de Philippe Poupon à l'arrivée en 1984. Philippe Poupon, le premier sur la ligne, mais c'est Yvon Fauconnier qui est déclaré vainqueur pour avoir porté assistance à Philippe Gentot qui avait chaviré grâce à une bonification en temps. Philippe Poupon se consolera 4 ans plus tard en remportant avec brio cette transat anglaise. Et c'est une nouvelle page de l'histoire de cette transat mythique qui va donc s'écrire en 2024. On rappelle que l'édition 2020 avait été annulée à cause du Covid. On a donc hâte de voir cette transat de légende s'élancer et ce sera le 28 avril. Bye bye. Bye bye.